Et on est ensemble pour le 10h midi sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus autour de la table aujourd'hui. Thomas Porte, bonjour. Vous êtes conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Kevin Bossuet, bonjour. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Et nous attendons Christiane Villeneuve, journaliste politique, qui sera avec nous dans un petit instant. On va évidemment évoquer ce déconfinement. Est-ce qu'Emmanuel Macron prend un risque en déconfinant alors qu'on l'a un petit peu évoqué hier, l'épidémie est encore bien présente et la contamination bien présente, mais il faut bien de toute façon avancer. On va parler des radars embarqués. Alors c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Sécurité ou pompe Afrique, voilà comme on a intitulé notre débat. Et puis ce sondage autour de la sécurité pour 2 Français sur 3, la situation s'est dégradée. Beaucoup de sujets. Et puis on parlera également peut-être de Marine Le Pen. C'est la une de Libération ce matin qui évoque une victoire possible de Marine Le Pen. Commençons avec ce tour de table quotidien de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Éric Verhaeghe, vous m'intriguez, votre coup de cœur m'intrigue, allons-y. On vous entend pas du tout, donc je ne sais pas, il y a un petit souci. Alors on va faire avec Thomas. Thomas, alors on a Éric Verhaeghe. Éric, bonjour. Ou pas Oui, ça y est, on vous entend. Oui, non, je voulais dire que pendant que tout le monde parle d'épidémie et de maladies, les découvertes scientifiques s'enchaînent. Oui. Elles sont assez fascinantes. Je sais que sur votre antenne, un journaliste a souligné ce matin que le rover de la NASA sur la planète Mars était parvenu à transformer du dioxyde de carbone en oxygène. Absolument. Et je voulais quand même signaler la découverte d'une nouvelle force fondamentale avec de nouvelles particules élémentaires qu'on appelle des muons, qui sont plus lourds que des électrons et dont tous les principes de fonctionnement ne sont pas encore connus. Mais c'est une découverte américaine qui vient d'être faite et qui va probablement changer complètement notre compréhension de l'univers. Alors pour l'instant, c'est encore au stade de signal faible parce qu'on ne mesure pas complètement la révolution qui est en train de s'opérer, mais il est très probable que cette découverte scientifique fondamentale, qui est probablement quelque chose d'essentiel de notre compréhension du monde, bouleverse complètement la mais science. Mais qu'est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce que les muons vont changer ? Alors, c'est notamment la compréhension des forces qui mettent l'univers en mouvement. Vous savez que la gravité, par exemple, est une force fondamentale et un certain nombre d'éléments ne permettaient pas de comprendre comment, dans certains endroits, il y avait ce qu'on appelait de l'énergie sombre, c'est-à-dire des principes de mouvement qui permettent manifestement de faire des choses qui ressembleraient à de la téléportation. Et on est en train de comprendre ces mécaniques fondamentales. Ah, voilà. Et donc, il est très probable que, grâce à ces découvertes, on bascule dans un monde de science-fiction. Et on n'en sait pas tout, il y a encore de nombreuses discussions scientifiques sur le sujet, mais il est très probable que les 30 prochaines années se révèlent totalement exaltantes du point de vue du progrès scientifique et de notre compréhension des forces qui nous entourent. Ça nous élève. Très optimiste en tout cas, il faut être optimiste sur l'avenir. Ouais. Bon, Thomas, lui, il est plus terre à terre, Thomas Porte, et c'est un coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule sur la suppression et la disparition de 2 hôpitaux à Paris, enfin dans le nord de Paris, donc l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon, qui vont être supprimés et qui vont être transformés dans l'hôpital Grand Paris Nord, qui va être situé à Saint-Ouen sur le site de l'ancienne usine PSA. Donc c'est le plus gros projet depuis le Stade de France en région Île-de-France, et le personnel hospitalier, qui est extrêmement sollicité depuis le début de cette crise, alerte sur les dangers de cette fusion, puisqu'on va avoir un mastodonte qui va entraîner une disparition de lits, donc entre 350 et 400 lits en moins, 1000 postes qui vont disparaître et une remise en cause de la santé de proximité. On a quand même du mal à comprendre que dans une période de pandémie comme on traverse, où le président de la République avait dit en mars 2020 la santé n'est pas un coût, et Olivier Véran avait réenchéri en disant il faut sortir du dogme de la fermeture des lits. Aujourd'hui, on a toujours des projets de fusion d'hôpitaux qui actent une remise en cause de la capacité hospitalière dans ce pays, qui remettent en cause le service public hospitalier. Et aujourd'hui, il faut revenir sur cette décision. Il y a des mobilisations, il y a un comité de défense. Les soignants alertent et disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Donc il faut vraiment rénover ces hôpitaux, réinvestir.
pour offrir un cadre serein qui permette d'accueillir des patients dans de bonnes conditions. Des investissements ont déjà été faits. Donc en vérité, on comprend pas bien le sens de ce projet, si ce n'est de faire des économies. Et je termine sur une chose. Le fait de créer ce mastodonte, on va avoir une capacité de taux d'occupation des lits qui va être aux alentours de 90%. Alors qu'elle est aujourd'hui de 75%, et on sait que quand on franchit 85-90% d'occupation, on ne peut plus accueillir de patients qui ne sont pas programmés. Donc ça remet aussi en cause ce sujet-là. Donc il faut vraiment revenir sur cette fusion. J'imagine que ça a été pris, c'est une décision qui est prise depuis très très longtemps. Quand on construit une telle structure, ça date pas de... Non, mais vous êtes pas sans savoir que les soignants n'alertent pas sur la casse de l'hôpital public depuis le début de la crise du coronavirus. Ça fait des années qu'ils disent qu'il faut des moyens, qu'il faut redonner du souffle à cette profession qui est aujourd'hui extrêmement qui vit une situation difficile où les salaires sont faibles, des conditions de travail, quand on voit les heures de garde qui sont enchaînées par les externes aujourd'hui, par les internes. On a quand même des suicides extrêmement forts chez les internes. On a eu une cérémonie en hommage il y a quelques semaines. Donc tous ces signaux-là, ils doivent nous alerter. Et la crise, elle impose de revoir quelque part certains fondements de notre modèle social. Et l'hôpital public, qui est quand même un des piliers qui nous permet de tenir aujourd'hui, mérite une autre réponse que celle-ci. Juste un mot, Éric Verhaeghe, on a un auditeur, Stéphane, qui nous dit que les muons, c'est connu depuis 40 ans. Ah bah écoutez, en tout cas, la découverte du laboratoire de l'Illinois permet d'établir scientifiquement l'observation du muon. Donc on soupçonne qu'il existe une force supplémentaire, mais c'est la première fois qu'on l'observe physiquement. Bon, d'accord. Ben voilà. Donc Stéphane, on vous mettra en contact avec Éric Verhaeghe. Allez voir ses avancées. Kevin, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre les propos d'Emmanuel Macron depuis 2007, parce qu'on peut dire en effet que c'est un spécialiste du genre. Déjà pendant la campagne de 2007, il avait dit qu'il n'existait pas de culture française, où il avait raconté sur le sol algérien finalement que la France avait commis un crime contre l'humanité par rapport à la colonisation. Puis après, il a été élu. On aurait pu s'attendre à ce qu'il revête les habits du président de la République et qu'il défende la voix de la France à l'étranger. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisqu'en décembre 2019, sur le sol africain, il a encore rappelé que la colonisation était une faute de la République. Et là, plus récemment, sur une chaîne américaine, il a dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Donc évidemment, c'est profondément scandaleux. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a aucune fibre patriotique. Il dirige la France comme il dirigerait l'Algérie ou comme il dirigerait l'Allemagne, sauf que c'est profondément scandaleux. Et regardez, encore récemment, vous aviez eu des attaques contre la France. Vous avez un conseiller du président algérien qui a dit notamment que la France avait répandu l'analphabétisme en Algérie. Vous avez un ministre algérien qui a raconté finalement que la France était l'ennemi perpétuel de l'Algérie. Et évidemment, Emmanuel Macron n'a pas bronché, il n'a même pas rappelé l'ambassadeur, ce qui est profondément scandaleux. Non, mais qu'est-ce que serait la France aujourd'hui si on avait eu comme dirigeant que des gens comme Emmanuel Macron? Assurément rien. Donc il serait peut-être temps qu'Emmanuel Macron défende la France, défende notre histoire, défende notre civilisation et revête vraiment son habit de chef d'État, parce que ce qu'il est en train de faire, cracher perpétuellement sur le peuple français, cracher perpétuellement sur la France, c'est juste scandaleux. Voilà, on va marquer une pause après ce coup de gueule et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, parler déconfinement, radar embarqué, sécurité. À tout de suite. Et on est ensemble pour le 10h midi avec aujourd'hui Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Christian de Villeneuve, vous êtes avec nous. Christian, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour. Thomas Porte, conseiller politique. Votre dernier livre, Au cœur de la haine, est paru aux éditions Arcane 17. Et Kevin Bossuet, vous êtes professeur d'histoire. En Seine-Saint-Denis, déconfinement, Emmanuel Macron prend-il un risque? C'est ce qu'affirment certains épidémiologistes. Radar embarqué, sécurité ou pompe Afrique. Et puis la sécurité pour 2 Français sur 3. La situation s'est dégradée. Alors sentiment d'insécurité ou réalité, on pourra en débattre. Et puis commenter également cette une de Libération, Marine Le Pen qui se rapproche du pouvoir. On y reviendra dans un instant. On a fait vos coups de cœur, vos coups de gueule. Avant de vous donner la parole, Christian de Villeneuve, je voulais vous repasser le son que nous a trouvé, alors c'est sur Twitter ce matin, Gilles Gansman dans le zapping. C'est l'aberration de ce qui se passe à Paris en termes de signalisation. Écoutez, c'était une journaliste de BFM Télé. C'était sur BFM, mais c'est sur Twitter, un automobiliste qui s'est retrouvé dans une situation bien compliquée.
Alors, nous arrivons ici à un carrefour de la rue de Rivoli. Nous sommes en plein centre de Paris. Je suis au feu rouge. J'ai 3 solutions. Tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche. Seul problème, tourner à droite, sens interdit et piste cyclable. Aller tout droit, sens interdit, sauf vélo. Et tourner à gauche, piste cyclable, sauf sens interdit, sauf vélo, bus, taxi et riverain. Et je suis sur une voie à sens unique, je ne peux pas faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc vous arrivez avec des... Donc c'est ce qui se passe parfois à Paris. Vous y avez été confronté, Thomas? Oui, Christian Villeneuve. On a surtout le sentiment d'une très grande improvisation dans le marquage, dans la signalisation, et c'est vrai pour les voitures. Vous savez plus si vous êtes dans un couloir de bus ou pas, parce que la marque bus est plus ou moins effacée. Vous savez, et pour les vélos, c'est exactement pareil. Non, honnêtement, c'est. Mais même en vélo, hein, c'est compliqué. Même en vélo, c'est compliqué. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, Christian de Villeneuve, c'est un coup de gueule ce matin. Oui, parce que alors qu'on envisage une levée progressive du déconfinement, je lance un coup de gueule contre ces Français, encore beaucoup trop nombreux, en particulier chez les jeunes, qui non seulement refusent toujours de se faire vacciner, mais aussi qui rejettent l'idée d'un passeport sanitaire. On peut se demander d'ailleurs pourquoi le gouvernement ne prend pas une décision assez autoritaire, c'est-à-dire de rendre obligatoire la vaccination, comme pour d'autres vaccins. Et dans l'immédiat, le gouvernement pourrait au moins ouvrir les vaccinodromes à tout citoyen qui a envie de se protéger, quel que soit son âge. Oui. Sauf que la problématique est qu'il n'y a pas assez de vaccins Pfizer et que les jeunes ne peuvent pas se faire vacciner à l'AstraZeneca. Donc là, il y a aussi une complexité dans l'approvisionnement. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition Moi, je serais plutôt pour, à condition en effet qu'on ait les vaccins suffisants. Mais ce qui est scandaleux, c'est que finalement, les personnes qui sont exposées ne sont pas prioritaires au niveau de la vaccination. Je pense aux caissières de supermarchés, je pense aux enseignants, je pense aux policiers. Et en effet, là, on a réservé ces doses-là aux plus de 55 ans concernant les enseignants, mais tous les enseignants, en effet, sont concernés par ce problème de la Covid-19. Donc, à un moment donné, peut-être pas ouvrir aujourd'hui à tout le monde, mais au moins aux personnes exposées. Pour en revenir sur le pass sanitaire, c'est normal aussi que les jeunes aient un peu de ressentiment, parce que eux ne peuvent pas se faire vacciner. Et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui, les jeunes? Finalement, ils ne vont pas pouvoir voyager en juillet et août, parce que la vaccination risque d'être obligatoire pour aller dans certains pays, ou alors on aura une quarantaine imposée. Et forcément, ça crée une crispation. Et cette rupture intergénérationnelle qui est en train de s'accroître depuis le début de l'épidémie va encore s'accroître un peu plus avec ce sentiment d'injustice. Alors, Éric Verhaeghe. Alors, j'ai l'impression, c'est fascinant, parce que vous savez, à un moment donné, on se pince en disant, mais j'ai pas déjà connu ce moment ou cette discussion. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde constate que la campagne de vaccination est organisée à partir de principes tellement réglementés qui ciblent tellement les populations que ça en devient contre-productif. On le sait depuis des semaines et rien ne bouge. Et c'est ça, si vous voulez, qui est assez fascinant, c'est que se tromper ou avoir des organisations mal adaptées, ça arrive partout. Simplement, il y a des mondes où on est capable de dire aux idéologues, aux bureaucrates qui échouent, qu'il faut faire autrement et qu'il faut faire quelque chose de bon sens. Et la particularité en France, c'est qu'il est impossible d'être entendu lorsque quelque chose ne marche pas. Tout le monde constate et déplore pendant des semaines et des semaines que ça ne marche pas, et nous continuons à avoir des idéologues qui nous expliquent que c'est comme ça, le service public, l'intérêt général, qui aligne les grands dogmes, et pendant ce temps-là, les gens font du système D parce que ça ne marche pas. Oui, mais sur la proposition de Christian de Villeneuve de dire il faudrait finalement que tous ceux qui veulent se faire vacciner le fassent, Thomas Porte. Oui, c'est de bon sens. Oui, Thomas Porte. Je pense que c'est de bon sens. Oui. Mais sur le coup de gueule de Christian de Villeneuve, de dire c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui ont peur de la vaccination. Oui, mais on a aussi
Il y a eu un gros problème de communication aussi. Oui, voilà, le ressentiment ou la peur par rapport au vaccin, elle a quand même été alimentée par un gouvernement qui a été dans une cacophonie absolument incroyable depuis le début de la crise sanitaire. Moi, j'ai pas de souci sur le fait que les gens puissent se faire vacciner, mais aujourd'hui, on n'a pas de dose. On a un problème de vaccin, donc c'est aussi ça la réalité. On peut mettre toutes les stratégies vaccinales en place. Si on n'a pas de vaccin, on n'a pas de dose pour vacciner les gens, toutes nos stratégies, elles tombent à plat. Et je partage ce qui vient d'être dit. On a quand même aujourd'hui un déconfinement qui va être organisé, on va réouvrir les écoles, mais on n'a pas vacciné les enseignants. Donc on risque de se retrouver dans les semaines à venir dans la situation qu'on a connue il y a encore 15 jours en arrière. Donc ce gouvernement, et moi je dis une chose là-dessus et je termine, levez les brevets des vaccins et permettez de mettre la chaîne industrielle à profit pour créer des vaccins et les distribuer partout. Parce qu'on peut avoir ce qu'on veut, si on n'a pas de dose, on ne vaccinera pas. Oui, c'est la proposition de Joe Biden. Joe Biden qui est en train d'aller sur de dire il faut lever les brevets. Oui, il y a un problème de communication et c'est vrai que ce gouvernement ajoute du discrédit au discrédit concernant les vaccins et c'est profondément scandaleux. Et puis là, la dernière mesure en tête, on va faire vacciner Sheila devant les caméras comme si finalement, dès qu'on va voir cette pauvre Sheila en effet se faire vacciner, on va tous se diriger pour utiliser l'AstraZeneca. On est vraiment chez les fous. Je ne sais pas ce que c'est que ce Premier ministre, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais en tout cas, c'est jackpot. Quelqu'un me disait ce matin, c'est un personnage ridicule. Oui, c'est sûr. Il faut préciser quand même dans cette affaire, on n'est pas si en panne de doses de vaccin que ça, puisque la France va donner immédiatement 100 000 doses d'AstraZeneca au système CureVax qui permet de redistribuer des vaccins en Afrique. Et on sait pourquoi la France le fait. C'est parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Donc le problème n'est pas seulement qu'on n'a pas assez de doses, on en a des doses. Le problème, c'est que l'organisation n'a été ni faite ni à faire et que par ailleurs, y compris chez beaucoup de soignants, il y a une réticence à se faire vacciner. Et là-dessus, je crois que là, il faut arrêter de sortir des injonctions de il n'y a qu'à mettre des moyens, il n'y a qu'à faire des brevets, il y a qu'à... On connaît tous ce discours qui pense que la réalité se construit par obligation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en manque de doses. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas tous convaincus par les bienfaits de la vaccination. De Pfizer, on est en manque de Pfizer. Oui, mais on a un excès d'AstraZeneca et on va avoir du Johnson & Johnson, qui lui aussi est aujourd'hui soumis à un certain nombre de restrictions, de réticences ou en tout cas d'inquiétudes de la part des gens. Alors il y a un auditeur qui me harcèle, Marius Pitre, je donne son nom, qui me dit vous ne parlez pas du cluster dans un EHPAD, ça vous dérange, il y a des gens qui ont eu la double vaccination, qui ont contracté le virus. Oui. Personne n'a jamais dit que les vaccins empêchaient de contracter le virus, sauf que les formes graves et la réanimation sont évitées par le virus. Et il me dit, oui, mais il y a eu un mort. Bah oui, en EHPAD, il y a des morts, c'est des gens qui sont âgés. Donc voilà, regardez l'exemple d'Israël. Ils ont retiré leur masque. Ils ont tous eu la double vaccination. Ils ont retiré leur masque. Donc non, je ne fais pas... Votre auditeur a quand même raison. N'est pas complètement dénué de bon sens, que j'ai dans ma famille une proche qui a 94 ans, qui, 15 jours après sa deuxième dose de vaccin, a déclenché une forme grave de coronavirus. Donc, si vous voulez, je comprends que les gens se disent il y a une distorsion entre ce qu'on nous a vendu quand on nous a dit c'est le vaccin qui nous sauvera et l'observation immédiate qu'ils ont. Qu'est-ce que vous répondez en Israël alors? Qu'est-ce que vous répondez à ce qui se passe en Israël? Moi, je ne dis pas qu'il y a une vérité simple. Je dis que je comprends qu'il y a un ressenti chez les gens du fait que le discours officiel ne correspond pas à ce qu'ils voient. Mais qu'est-ce que vous voyez? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu 2 doses de vaccin. Mais des gens combien? Mais des gens combien? J'en ai dans mon entourage. C'est le signe que tout le monde en a un. Mais attendez, Valérie, je ne dis pas. Je dis qu'il y a une interrogation chez les gens que je peux comprendre parce qu'il y a des observations concrètes dans la vie quotidienne où on se dit on m'avait pas vendu ça. Et de fait, entendons et acceptons tous que le gouvernement, il y a 1 an, nous a expliqué que le vaccin, c'était la solution miracle. Bah oui, c'est quand même... On s'aperçoit aujourd'hui que le miracle, il est plus compliqué que ça. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin ne sert à rien. Je vous réponds Israël, vous me répondez quoi? Sur Israël, d'abord, on manque de recul sur les chiffres. Il est probablement avéré qu'une vaccination large permet de faire diminuer le taux de contagiosité du virus, et donc elle a un effet bénéfique sur les populations.
mais elle n'a certainement pas l'effet miraculeux qui nous a été vendu il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, on nous expliquait, vous êtes vacciné, vous allez voir, la maladie va disparaître. Et les gens se disent, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas parce que je suis vacciné que je ne suis plus exposé à la maladie et que je ne peux plus la transmettre. Et entendez qu'il y a un effet déceptif dans le discours officiel. C'est-à-dire que les gens avaient compris autre chose. Et de fait, autre chose leur a été dit. Mais enfin, donnez des chiffres, Éric Verhaeghe. Mais attendez, il faudrait que ce soit Santé publique qui le fasse. Aujourd'hui, qui cache les chiffres officiels? Qui est en permanence en train de nous expliquer, oui, mais non, vous n'avez rien compris? C'est pas moi. Et moi, j'ai pas de capacité de requérir les services publics pour savoir quelle est la réalité des chiffres. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui ne reflètent pas les questionnements légitimes des gens. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une statistique sur le nombre de personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin et qui sont aujourd'hui admis à l'hôpital? On n'a pas cette statistique. Vous non plus. Non, mais moi je le redis, j'observe que ça existe. Et je pense que plein de Français sont comme moi. Et quand on vous dit, on vous vend des miracles et que vous dites, attendez, je comprends pas, moi dans mon entourage, je connais plein de gens qui ont été vaccinés, qui ont attrapé le coronavirus dans les 8 jours. Oui. Et vous vous dites, expliquez-moi, monsieur. Mais alors, on va marquer. Ce n'est pas une remise en cause du vaccin. On va marquer une pause et on va continuer ce débat avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors le coup de gueule de Christian de Villeneuve nous a entraîné sur la vaccination et sur cette vaccination obligatoire, sur Éric Verhaeghe qui nous dit que le vaccin, il y a un ressenti qui est qu'il ne remplit pas sa promesse. Vous dites, Éric Verhaeghe, j'ai plein de gens autour de moi qui ont chopé le virus après avoir été vaccinés 2 fois. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont été vaccinés 2 fois et qui n'ont pas chopé le virus, comme vous dites. Donc, le ressenti, il est très empirique. Donc, il faudrait les chiffres officiels. Oui. Le mieux pour faire dégonfler la baudruche, c'est d'avoir des statistiques officielles transparentes. Oui, mais alors, je sais pas, Thomas Porte, mais encore une fois, pas de recul. Si un pays comme Israël dit, je donne toujours cet exemple parce que c'est quand même l'exemple le plus évident, retire les masques, rouvre les restaurants alors que toute sa population a été vaccinée 2 fois, c'est qu'il y a un bénéfice-risque qui semble quand même assez prometteur et assez évident. Thomas, peut-être. Oui, je pense qu'il n'y a pas de chiffres cachés du gouvernement ou de Santé publique France sur le fait qu'on ait 2 doses et qu'on soit contaminé après à la Covid. Moi, j'ai pas dans mon entourage particulier de gens qui ont été vaccinés qui sont tombés malades. Non. Maintenant, quand vous vaccinez à une échelle aussi importante que celle qui est à l'échelle planétaire, vous allez forcément avoir des gens qui vont décéder après le vaccin, mais il y aura d'autres causes derrière. Vous allez avoir des gens qui vont tomber malades après être vaccinés. C'est une réalité. Vous allez vacciner 6-7 milliards de personnes. Donc forcément, vous allez avoir ici et là des choses qui peuvent arriver. Mais je crois que aujourd'hui, l'arme qu'on a, qui est utile pour lutter contre ce virus et pour sortir enfin de cette sphère oppressante qu'on subit depuis des mois et qui impose des efforts que la majorité des Français respectent d'ailleurs. Et je rebondis sur ce qui a été dit. On ne peut pas reprocher aujourd'hui à la jeune génération d'exprimer pas une défiance, mais d'exprimer une envie de vivre comme avant, parce qu'ils sont aujourd'hui quand même oppressés, ils sont enfermés, on peut pas vivre comme on vivait avant, et pourtant, malgré tout, ils respectent vraiment ce qui se passe aujourd'hui, et on peut saluer le comportement des jeunes de ce pays qui se sont montrés extrêmement responsables. Maintenant, ils désirent autre chose, et il faut passer par une vaccination massive. Je crois que c'est vraiment ça la porte de sortie. Oui. Christian, allez-y, oui. Oui, je pense que s'il y a un point d'accord entre tous les médecins et tous les épidémiologistes, c'est que la vaccination est la condition première pour sortir de cette période, bien sûr en respectant par ailleurs les gestes barrières. Mais je crois qu'on n'a pas besoin des chiffres officiels pour voir que la vaccination est efficace. Il suffit de voir effectivement en Israël, mais aussi dans d'autres pays comme l'Angleterre ou même les États-Unis. Oui, mais même s'il y a une effectivité moindre. Je vois une étude israélienne qui dit la démonstration d'une réduction drastique de la mortalité de l'ordre de 72%. Ça veut dire qu'il y a effectivement, ça peut ne pas fonctionner, mais quand on a quelque chose qui est proche de 70%, plus de 70%, ça vaut quand même le coup, non ? Bien sûr, et puis ça évite au moins les formes graves, les formes les plus graves de la maladie. Oui, absolument. Kevin. Oui, je veux dire, on peut pas
pas s'émouvoir de voir des restaurateurs endettés, de voir des étudiants qui sont en train de se suicider, de voir la France de plus en plus s'endetter, puis de l'autre côté, dans le même temps, en effet, de sombrer dans un complotisme obséquieux. La vérité, c'est que le vaccin, en effet, c'est la seule solution pour sortir de cette crise. Alors évidemment, comme tout vaccin, il y a une part d'aléa, comme tout vaccin, évidemment, il y a des effets pervers, mais la vérité, c'est que ça fonctionne. Il suffit d'aller regarder ce qui se passe en effet en Israël, où on revit de nouveau, où les gens ont ôté le masque, où finalement tout se passe comme avant. Donc voilà, il faut se faire vacciner. C'est quelque chose qui est important, c'est un acte citoyen, et ceux qui sont dans le complotisme, pour moi, finalement, ils ne commettent qu'une chose, un crime de lèse-nation. Vous pensez... Qui désignes-tu par cette accusation de complotisme? Je désigne des propos que j'ai entendus, en effet, il y a quelques minutes, que je trouve profondément scandaleux. Il y a des gens qui se battent sur le terrain, il y a des soignants qui se battent. On est tous mobilisés, on est dans une forme de guerre totale. Et de l'autre côté, vous avez évidemment des gens qui sont en train de sombrer dans un populisme qui n'est pas acceptable. La vaccination, c'est important. C'est en tenant ce genre de discours que finalement, on fait reculer cette campagne qui doit avoir lieu, parce que c'est la seule solution, je le répète, pour sortir de cette crise. Je pense que c'est ton discours à toi qui fait reculer l'envie de se faire vacciner. Parce que quand on a des choses, en effet, quand on est sur des points Godwin comme ça, les gens se disent, c'est pas clair. Je pense que la transparence est toujours mieux que ta vindicte et ton appel à la vindicte. Mais est-ce que le discours que vous avez, Éric Verhaeghe, qui est celui de dire j'ai des gens autour de moi qui ont été vaccinés 2 fois et qui sont tombés malades, c'est très, c'est fugace, c'est totalement subjectif. Mon discours, il est carré. Il consiste à dire que des gens ont des questions et qu'il y a 2 façons de traiter les questions. Soit on fait de la vindicte, comme je viens d'entendre, et les gens se disent ils se taisent et on nourrit le complotisme en faisant ça parce qu'ils vont chercher des réponses ailleurs. Soit on se dit leurs questions sont légitimes et on y répond. Et c'est la meilleure façon de tuer les inquiétudes et d'un moment donné de nourrir les fantasmes. On a fait la même chose que ce que Kevin propose avec le Front National. Ça ne l'a jamais fait reculer. Ça fait des années qu'on explique que le Front National, les questions posées par les électeurs du Front National sont illégitimes, qu'il ne faut pas les prendre en compte, et ça fait monter le Front National. En termes de point Godwin, là c'est l'hôpital qui fout la charité les questions, nourrit les fantasmes sur les questions. Vous posez la meilleure des façon de lutter contre le complotisme, c'est de répondre aux questions des gens. Thomas Porte. Mais je crois que, il n'y a pas de chiffres cachés. On n'a jamais eu autant d'études depuis le début de cette crise sanitaire sur l'impact du vaccin. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. On a des études par des instituts scientifiques de haut niveau qui sont publiées quasiment chaque jour, qui donnent à voir ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à entendre qu'on dise qu'il y a un scepticisme sur le vaccin, qu'il y a des choses qui se passent derrière. Non, le vaccin, oui, c'est une solution. Devant le Conseil d'État, les services du ministère de la Santé ont plaidé début janvier que le vaccin ne garantissait pas l'immunité ni la contamination. C'est le ministère de la Santé qui l'a plaidé devant le Conseil d'État. Mais c'est ce que disent également les chercheurs. Mais ça interroge les gens. Entendez que ça interroge les gens. Mais sauf que quand on vous dit que vous ne faites pas de forme grave, sauf qu'est-ce que ils disent pas autre chose. On n'a jamais dit que le vaccin. C'est pas un soin, le vaccin. C'est toujours une erreur de mépriser les questions des gens. On les méprise pas, Christian de Villeneuve. Vous nous avez emmenés dans une discussion. Merci, Christian. Oui. Mais je crois qu'il n'est pas question de cacher quoi que ce soit aux Français ou aux gens susceptibles d'être vaccinés. On sait très bien que tout vaccin a des risques et produit parfois des accidents. Mais cela dit, le rapport bénéfice-risque est on ne peut plus favorable à la vaccination. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà. Et mais personne ne l'a nié. Je ne sais pas qui dit que ça a été nié autour de cette table. De faire une forme grave en ne se faisant pas vacciner qu'en se faisant vacciner. C'est ça ce qu'il faut dire à tout le monde. Ouais. Thomas Porte dit, allez-y. Oui, vous avez quand même dit qu'il y avait des chiffres cachés. Il n'y a pas d'études cachées, il n'y a pas de chiffres cachés. Je n'ai pas dit qu'il y avait de chiffres cachés, là aussi. Je dis qu'il n'y a pas de chiffres officiels aujourd'hui sur cette question. C'est quoi les chiffres officiels ? C'est quoi ? Les chiffres officiels, je pense que ce serait bien que nous sachions aujourd'hui, après X mois de vaccination, combien de personnes qui ont reçu une double dose de vaccin ont contracté le virus et ont été prises en charge à l'hôpital pour avoir contracté ce virus. Ce chiffre n'existe pas.
Je vous ai donné... Je ne dis pas qu'on l'a caché, je dis que, à ma connaissance, l'enquête n'a pas été faite. Écoutez, si elle a été faite, je la sortirais très volontiers. Mais je le redis, je ne nie pas qu'il y ait un bénéfice-risque favorable. Je dis juste que les questions des gens sont légitimes. Et je pense que le refus d'écouter les gens est toujours une erreur. Le mépris est une erreur. Alors, question sur ce déconfinement. Donc, le Conseil de défense a donc confirmé strictement le calendrier de sortie du déconfinement qu'avait évoqué Emmanuel Macron fin mars. École primaire est ouverte donc lundi prochain, puis les collèges et les lycées. La suppression de la limite des 10 km le 2 mai au soir et la réouverture de quelques musées, de certains commerces, des terrasses. Donc on a entendu certains épidémiologistes être assez réticents. Emmanuel Macron veut maintenir son calendrier. Est-ce que vous estimez qu'il prend un risque? Est-ce que c'est une décision politique et est-ce qu'il a raison d'aller dans ce sens, Thomas Porte? Je pense que c'est un deuxième pari et on n'a pas aujourd'hui de campagne vaccinale et notamment des personnes qui vont être au contact, par exemple des enfants dans les écoles, les gens qui sont dans les supermarchés, on voit dans les transports comment ça continue à circuler, donc on n'a pas de vaccination de ces gens-là qui vont être dans des espaces quand même clos au contact d'une population et on n'a pas de campagne vaccinale encore à la hauteur. Et juste, moi je suis pas spécialiste des questions épidémiques, mais je reprends ce que disait à l'époque Emmanuel Macron et les membres du gouvernement. Il disait il faut qu'on soit à moins de 5000 cas de contamination par jour pour retrouver un niveau normal. On est aujourd'hui à 30 000 et les différents experts médicaux disent on sera peut-être à 15 ou 20 000 au mois de mai et on parlait d'un taux d'occupation de lits de l'ordre de 3 000 pour pouvoir désaturer les hôpitaux. On est aujourd'hui à 6 000. Donc on nous expliquait qu'il fallait atteindre un tel niveau pour pouvoir reprendre une vie normale et redéconfiner une partie du territoire. Et aujourd'hui, on va pas avoir des chiffres qui correspondent à ça, ça interroge. Moi, je sais pas, mais on n'a pas toujours de protocole sanitaire sur la question des réouvertures des écoles et on ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, il y a encore une impréparation qui est quand même assez sidérante, alors que le débat qu'on a aujourd'hui, ça fait presque un an qu'on l'a et à chaque fois, à la veille de chaque déconfinement, on dit est-ce qu'on est prêt ? Mais la réponse à chaque fois, elle est non. Christian Villeneuve. Oui, je suis pas sûr qu'on ait un déconfinement. Enfin, je pense qu'on va avoir un déconfinement très léger. C'est-à-dire que le couvre-feu risque d'être maintenu, et donc je pense que c'est un risque contrôlé et que là, une fois encore, le politique l'emporte sur le sanitaire. C'est-à-dire que je crois que le président a pris conscience ou prend conscience qu'il y a une exaspération de la population. Elle n'en peut plus. Je pense qu'il y a beaucoup de règles actuelles de confinement qui ne sont pas respectées et il s'agit un peu de s'adapter à la mentalité, à l'opinion et à l'ambiance des Français. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Emmanuel Macron. En effet, c'est une décision politique parce qu'Emmanuel Macron voit bien en effet que ce n'est plus possible et que les Français ne sont plus consentants pour respecter en effet tous ces gestes barrières. Il suffit d'aller dans les transports en commun pour voir en effet que les gens mettent de plus en plus le masque sous le nez et puis même sortent en dehors des heures du couvre-feu, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. Et puis il y a aussi une autre donnée qu'il faut mettre en avant, c'est les troubles psychiatriques. Moi, je me fais toujours le relais des enfants et des adolescents qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Enfin, il y a une augmentation du taux de suicide des adolescents, il y a des gamins qui aimeraient bien reprendre une activité sportive, il y a un développement des troubles alimentaires, un développement de l'obésité, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Un être humain, ce n'est pas qu'un corps, c'est aussi un esprit, et si jamais on malmène l'esprit, si jamais on malmène le moral de quelqu'un, forcément ça peut avoir des conséquences dévastatrices. Donc par conséquent, oui, il faut ouvrir, oui, il faut apprendre à vivre avec ce virus parce qu'on ne va pas rester confiné ad vitam aeternam. Oui, Éric Verhaeghe, un mot ? Moi, vous savez que j'ai toujours été hostile, opposé au confinement. Donc, je souhaite qu'on déconfine beaucoup plus que ce qui est annoncé. C'est-à-dire que moi, je pense que j'irai le 1er mai dans ma bonne ville de Liège profiter des terrasses ouvertes contre la volonté du gouvernement, parce que je pense que cette hypocondrie permanente dans laquelle nous sommes maintenus est très malsaine et qu'il faut, à un moment donné, revivre normalement. Les Suisses revivent normalement. En Suisse, il y a ce débat aujourd'hui qui est est-ce qu'on prend trop de risques? Et finalement, le gouvernement a été sommé de trancher en prenant des risques. Je pense que
On ne peut pas réussir dans la vie sans prendre de risques. Allez, on va s'interrompre quelques instants et on est ensemble tout de suite après sur Sud Radio. On va parler des radars embarqués. À tout de suite. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Changeons de sujet. On va parler de ces radars, la sécurité, ces radars embarqués. La sécurité routière a donc annoncé une nouvelle arme, des voitures radars privées, plus de 200 voitures banalisées, conduites par des chauffeurs privés qui sont en cours de déploiement partout sur le territoire et qui vont flasher les automobilistes sans même qu'ils s'en rendent compte. On espère, la sécurité routière espère 450 voitures d'ici 2023. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une arme effectivement pour la sécurité routière ? Je crois que vous aviez très envie de réagir sur le sujet, Christian de Villeneuve. Oui, au-delà de la mesure, je pense que si on veut ressusciter les gilets jaunes, on ne s'y prendrait pas d'une autre manière. Je trouve que très inopportune cette mesure, pour plusieurs raisons. Dans la mesure où déjà nos libertés sont actuellement, j'allais dire, réduites, limitées, confinées. Là, on nous annonce une politique de grande répression. Auparavant, on privilégiait une politique de prévention. Il y avait un panneau qui annonçait le radar. Donc voilà, on associait l'automobiliste à une politique de sécurité. Et là, on le considère comme le délinquant. Donc, on va avoir des radars embarqués dans des voitures banalisées, et tout le processus est confié à des entreprises privées. Alors ça, je comprends pas pourquoi, et je trouve que cette mesure, elle est très très malvenue actuellement. Oui, on a quand même vu que dans la réduction des chiffres de mortalité sur les routes, il n'y a que la répression qui a fonctionné. C'était à l'époque de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac qui avait et le Covid, oui, c'est vrai. Le confinement a permis de diminuer drastiquement le nombre de morts sur les routes. Mais bon, comme si on enferme tout le monde, je vous assure, il n'y aura plus de morts. Oui, c'est ça, mais comme on va peut-être ressortir un jour... mais c'est du populisme complotiste que de dire ça. Oh, Éric Vérague. On entend des conneries sur votre antenne. Dès qu'on n'est pas d'accord avec le discours officiel, on est complotiste. Non. Donc enfermons tout le monde, transformons ce pays en une grande prison, il n'y aura plus de complotisme. Ça, c'est complotiste de dire ça, non ? Voilà. Défendre la liberté et complotiste. Donc, vous respectez les limitations de vitesse, j'imagine, quand vous allez à Liège sur les terrasses ? Je n'ai pas le permis, donc je profite des bienfaits de mon épouse qui, elle, conduit. Ouais. Mais j'ai profité, en effet, de la semaine dernière pour m'aérer un peu. J'ai constaté que je n'ai jamais d'ailleurs été contrôlé par le moindre policier, ce dont je me félicite. Ouais. Mais j'ai constaté aussi que le prix moyen du plein d'essence a augmenté de 10 ou 15 euros. Ouais. Et qu'en réalité, ce qu'on ne voit pas et ce que les gens qui décident ces mesures ne voient pas, c'est qu'eux-mêmes, d'abord, ils ont des chauffeurs, donc ils ne payent pas leurs amendes. Et généralement, ils bénéficient d'une impunité administrative. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que les gens qui prennent leur voiture majoritairement, c'est la France périphérique. Et qu'en réalité, et c'est ce que disait l'ami Villeneuve tout à l'heure, c'est que cette mesure, c'est une façon d'augmenter les impôts de la France périphérique sans le dire. Et sur les critères les plus injustes qui soient, c'est-à-dire la surveillance cachée. Et je redis, c'est complotiste de dire que c'est une surveillance cachée, mais quand vous voyez une voiture banalisée qui vous flash et qui dit vous êtes en faute, c'est de la surveillance cachée. Et on a une question collective à se poser aujourd'hui, c'est qui sont les victimes de cette politique de répression ? C'est pas les Parisiens qui prennent le métro, c'est essentiellement les gens qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler. Et là-dessus, interrogeons-nous sur notre appétence développée depuis 1 an pour la surveillance généralisée et pour cette façon de dire finalement surveiller c'est pour notre bien, c'est pour notre protection. Ce que vous venez de dire amicalement Valérie, c'est pour éviter les morts. Alors pour éviter les morts, on a le droit maintenant de tout surveiller. Et je pense que fondamentalement, c'est un modèle de société qui ne correspond pas à ce que les Français complotistes et populistes veulent, mais ils sont majoritaires dans ce pays. Alors,
Thomas Porte et puis Kevin, je rappelle qu'il y a des limitations de vitesse qu'on est censé respecter, hein, mais c'est peut-être une mais vous savez, Valérie, quand vous prenez une route, telle que je l'ai vue, puisque j'ai fait Paris-Caen, quand vous prenez une route où vous passez de 90 à 110, à 130, à 110, à 100, et à un moment donné, les gens ne savent plus quelle est la limite en vigueur sur leur tronçon de route où ils sont. Ouais. Alors, Thomas, vous avez le permis ? Oui, j'ai le permis, mais bon, je suis un méchant parisien, donc je prends pas ma voiture et j'utilise les transports en commun. Il vous arrive de sortir de Paris, quand même. Effectivement, mais je crois qu'il y a aussi derrière, et même si ça participe à la réduction des accidents, il y a aussi d'autres dispositifs qui participent à la baisse des accidents mortels sur la route, l'amélioration des dispositifs dans les voitures, l'état des routes aussi, qui permet de faire baisser les endroits accidentogènes. Mais il y a quand même un objectif derrière financier, puisque moi, d'après ce que j'ai vu, on est aujourd'hui sur 12 millions d'euros de PV par an pour infraction à la vitesse, et on va passer quasiment à 810 millions d'euros, c'est ça l'objectif. Et en plus on délègue quand même une mission à des sociétés privées, avec des gens qui vont être payés 1400 euros net par mois, et on investit 120 000 euros dans des voitures qu'on va donner à des sociétés privées, alors qu'aujourd'hui on a quand même dans le pays un état, par exemple de nos commissariats, je fais le parallèle qui est déplorable, on pourrait investir dans l'argent public pour redonner des moyens aux forces de l'ordre qui en demandent pour exercer leur mission correctement, et on va déléguer à des sociétés privées, donc ça interroge quand même dans la période. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec les mesures. Par les dernières, il y a environ plus de 3000 morts tous les ans sur les routes. Et pourquoi on a besoin de mesures répressives pour responsabiliser les gens? C'est ça qui est incompréhensible. Il y a des limitations de vitesse. Peut-être qu'il faut les respecter. S'il faut utiliser ce genre de choses, en effet, pour les faire respecter, moi ça ne me pose aucun problème. On est capable, en effet, de prendre des mesures qui sont parfois excessives pour lutter contre les morts de la Covid-19. Pourquoi on ne prendrait pas des mesures également pour lutter contre la criminalité, parce que parfois c'est cela dont il s'agit, en effet, sur les routes. Donc moi je suis d'accord avec ça, on a besoin de plus de sécurité, et je pense que c'est aussi une demande des Français. Un auditeur me dit c'est pas 1400 euros par mois le salaire, c'est entre 1800 et 2000 euros. Donc à vérifier et à voir. En tout cas, Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, estime que ce système est la meilleure arme à déployer aujourd'hui pour contraindre celles et ceux qui ne respectent pas le code de la route. Et effectivement, c'est une parade pour tous les coyotes et autres radars, détecteurs de radars. Alors on a un appel d'un auditeur, j'ai pas entendu son nom, c'est Laurent. Bonjour Laurent, vous vouliez réagir? Oui, bonjour Valérie. Voilà, c'est à propos des radars embarqués dont j'ai déjà, il y a un an à peu près, à peu près, où j'ai déjà été flashé donc par un véhicule qui m'a croisé. J'ai reçu ça à la maison, bien entendu, et parce que je suis curieux, j'ai vérifié le point GPS, qui est en coordonnées décimales, donc il faut savoir de quoi on parle, et j'ai vu où je me suis fait flasher. J'ai ensuite demandé la photo à Nantes, que j'ai reçue, et je me suis rendu compte que c'était un endroit qui était autorisé à une vitesse de 80 km/h. J'ai été flashé à 76 km/h, et eux avaient dit que c'était une vitesse de 50 km/h dans cette zone. Donc ça a été annulé, mon PV a été annulé. Mais attention, la phrase n'était pas que le PV a été annulé, c'est moi qui n'étais plus assujetti à cette amende. Donc le PV existe toujours. Mais moi, je ne suis pas... Voilà. Donc on peut dire que leur mise à jour sur leur carte n'est sûrement pas impeccable, puisque sur une nationale, le gars dit qu'on doit rouler à 50 et ce n'est pas vrai. Et donc à 76, j'étais dedans. Donc il faut bien vérifier les coordonnées GPS du point d'infraction. C'est ce qui vous dira un peu exactement où vous en êtes. Mais enfin, croyez bien qu'au nom de la sécurité, on place tout le monde dans une insécurité juridique. Voilà. C'est pas de la sécurité, c'est de l'insécurité juridique généralisée. Bon, écoutez, évidemment, je pense que c'est un sujet éminemment clivant et éminemment compliqué, enfin pas compliqué, mais il y a les pour ceux qui sont pour la sécurité routière, ceux qui estiment que on matraque les automobilistes, donc on se mettra pas d'accord, mais en tout cas, alors il y a un auditeur, peut-être ça va vous intéresser, Christian de Villeneuve, je sais que vous faites beaucoup de routes, qui dit à force on reconnaît les voitures parce qu'ils prennent toujours les mêmes marques. Donc faudra nous dire lesquelles. Voilà, on lui demandera parce qu'il a l'air très au courant. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant. On est ensemble jusqu'à midi et nous débattons avec vous sur Sud Radio. Donc, pour 2 Français sur 3, la situation s'est dégradée en matière de sécurité. C'est un sondage. 31% des Français estiment que la situation demeure inchangée, alors que 65% des Français estiment que la situation donc en matière de sécurité s'est dégradée. Emmanuel Macron, lui, a lancé, vous l'avez vu, une véritable offensive
offensive sur le terrain de la sécurité, en rappelant que le budget avait augmenté de 1,7 milliard. Il est de 1,7 milliard augmenté, de 1,7 milliard € depuis 2017. Le thème de la sécurité qui reste central et encore une fois, on peut parler de ressenti. Vous vous souvenez cette phrase du garde des Sceaux, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Pourtant, il y a ce sondage qui nous dit qu'en tout cas les Français ont eu l'impression, le sentiment et constaté dans leur quotidien que l'insécurité progressait, et les Français estiment qu'il faudrait une stricte application des peines prononcées, et 43% optent pour le durcissement du code pénal. Kevin Bossuet. Oui, en effet, il y a un vrai problème d'insécurité dans notre pays, une insécurité qui est de plus en plus importante, une insécurité également qui est de plus en plus terrible avec le développement de ce qu'on appelle la violence gratuite. Toutes les 2 minutes en France, il y a une plainte qui est déposée contre de la violence gratuite. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que finalement, on a perdu tous ces repères. Il n'y a plus de repères moraux. Il y a un pédopsychiatre, un Maurice Berger, qui a travaillé auprès de délinquants et qui a montré à quel point finalement ces adolescents ne faisaient plus de frontière, n'avaient plus le sens de la frontière entre le bien et le mal, étaient prêts à tout, notamment pour obtenir ce qu'ils voulaient. On est dans une forme de génération j'ai droit, où si je n'ai pas ce que je veux, finalement je peux t'éliminer. Ce n'est pas problématique. On est dans ce genre de violence. Il suffit de prendre les transports en commun. Il suffit en effet d'aller dans certains quartiers pour voir que cette violence est très importante. Et Emmanuel Macron n'a évidemment rien fait. Il fait semblant de découvrir qu'il y a ce problème à 1 an des présidentielles. D'ailleurs, Emmanuel Macron nous avait promis la création de places de prison. Il nous avait promis en 2017 la création de 15 000 places de prison. Finalement, en 2018, ce n'était plus que 7 000 places de prison. Et en fin de compte, on ne va avoir que 5 000 places de prison. Donc Emmanuel Macron est complètement discrédité. Et là, il prend un peu peur parce qu'il a vu que d'après les sondages, en effet, c'est une question qui s'impose de plus en plus. Il y a un sondage ELAB qui a montré que finalement, l'insécurité était quelque chose d'important pour les Français, au même titre que la lutte pour le pouvoir d'achat ou encore la lutte contre le chômage. Oui, c'est vrai que les Français portent un jugement négatif sur la politique de sécurité de Macron, mais quand on leur pose la question, faites-vous confiance en matière de sécurité aux autres candidats potentiels de l'Élysée, Macron reste en tête, y compris par rapport à Le Pen. Par rapport à Marine Le Pen. Donc, moi, ce discours sur le sentiment d'insécurité, sur la sécurité, j'ai l'impression de l'entendre depuis des décennies. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de progrès notable. Mais ce n'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais alors c'est quoi? C'est le sentiment? C'est une réalité, Thomas Porte? Est-ce que c'est exploité à des fins politiques? Je pense qu'il y a aussi derrière, évidemment, à 1 an d'une élection présidentielle, des enjeux politiques derrière, mais Emmanuel Macron qui a livré une interview au Figaro en début de semaine pour dire je vais créer tant de postes de policiers supplémentaires. La réalité des chiffres, c'est que depuis le 31 décembre 2017, il a supprimé l'équivalent de 1109 emplois temps plein, policiers et gendarmes confondus. Donc ça en dit long sur le fait qu'il n'ait rien fait. Et tout à l'heure, on fait le parallèle, on parlait des radars, on va donner à des sociétés privées des voitures qui coûtent extrêmement cher, alors qu'il y a des endroits où on continue de fermer des commissariats, parce que la question de l'insécurité, c'est aussi la police de proximité, remettre des gens sur le terrain et leur redonner des moyens. Je l'ai déjà dit ici, je le recite l'exemple de la ville de Beauvais, où il y a des élus qui se battent pour réouvrir un commissariat au sein du quartier Argentine, qui est un quartier populaire qu'on a fermé. Moi, je travaillais à Champigny, où on avait 2 commissariats, on nous en a fermé 1 pour réduction des moyens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir une mission du service public de l'ordre qui est assurée correctement si on a une réduction des moyens. Il faut aussi être cohérent. Oui. Éric Verhaeghe. Alors, je vais vous dire, moi, je pense que c'est évidemment, là aussi, une question compliquée, parce que je vais refaire du complotisme populiste, puisque en réalité, même cette accusation, je la trouve diffamatoire et c'est inacceptable. Je voudrais dire là-dessus que l'insécurité, elle procède de plusieurs choses. Moi, ce que je crois surtout, c'est que les Français ont le sentiment que l'insécurité change de nature et qu'aujourd'hui, on est confronté à des quartiers qui sont manifestement en roue libre et qui vivent dans une espèce d'autarcie réglementaire où les policiers ne peuvent plus mettre les pieds. Alors c'est les images de ces voitures de police qui sont l'objet de tirs de mortier et de choses de ce genre qui, je pense, choquent profondément l'opinion parce qu'ils se disent mais on a passé un cap.
Et les atteintes aux biens augmentent sans doute, les cambriolages, etc. Mais je crois que ce qui marque l'opinion, c'est le sentiment de l'impuissance reconnue de la police face à une violence qui s'est clivée et probablement communautarisée. Et là-dessus, je redis souvent, je pense que le sujet, il se traite très en amont sur quel discours on veut tenir auprès de ces jeunes. On a vu l'histoire de Viry-Châtillon, avec des jeunes qui se battent dans le prétoire, dans la salle d'audience. Quel discours on leur tient? C'est-à-dire que même confrontés à des institutions qui leur disent la loi, qui les condamnent à 18 ans de prison, ces jeunes sont en rébellion et refusent l'ordre. Et là, on a un problème. Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Je ne pense pas que remettre des policiers suffira. Alors, ce qui a été en effet très choquant, c'est qu'en réalité, on a fermé, je retiens et je rejoins ce que dit Porte, on a fermé des commissariats dans des zones criminogènes, comme on dit, dans des zones où il y a beaucoup de délinquance, pour redéployer ces policiers parfois dans des villes, dans des préfectures où il y avait très peu de délinquance. C'était la politique qui a été menée au début des années 2000 par Jacques Chirac. On a créé un commissariat à Cahors en prenant des effectifs en Seine-Saint-Denis. Et cette somme de choix-là fabrique une immense impuissance collective. Et je ne pense pas que la réponse soit uniquement dans des moyens ou dans la répression. Elle est dans un discours que la majorité doit accepter, doit forger et doit propager sur vivre en République, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on excuse et qu'est-ce qu'on n'excuse plus quand on veut construire un ensemble, un creuset républicain. Et je vais rabâcher. Je pense que le mépris des questions d'insécurité de la part de beaucoup de politiciens est une erreur fondamentale parce que les gens le vivent de façon très brutale. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est de redire ce que nous n'excusons plus dans le monde que nous voulons construire ensemble. Mais qui doit le dire et comment le faire? Parce que ce que vous décrivez est inacceptable. On voit qu'il y a à Tourcoing des affrontements depuis 4 jours. Et qu'est-ce qu'on fait? Tous les soirs, pratiquement, il y a des tirs de mortier contre les policiers. Donc, ce qui n'est pas acceptable, on le sait. Donc, comment on réagit? Je pense qu'il faut siffler la fin de la récré. Et comment on la siffle? Vivre ensemble. Il faut refaire ce que j'appelle de mes voeux un édit de Nantes, très clair, où on redit dans l'espace public ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et il est évident que vous ne pouvez pas déplorer qu'il y ait des quartiers qui fassent sécession lorsque les gens que nous accueillons dans ces quartiers, qui viennent généralement de l'étranger, nous expliquent qu'ils sont en réalité chez eux et que maintenant ce sont leurs coutumes qui vont s'imposer à la majorité. Si on ne dit pas clairement qu'en République on ne porte pas le voile, on n'infériorise pas les femmes, on ne se comporte pas n'importe comment et on accepte les règles de la démocratie, si on ne le dit pas clairement, si on fait croire qu'on peut être en République et croire qu'Allah décide de tout et que le droit de vote ne sert à rien, on n'y arrivera pas. Et tôt ou tard, alors je sais que c'est islamophobe là, il y a tout un discours stigmatisant sur ce complotisme populiste qui consiste à dire ce que je dis, mais en réalité on ne fait que repousser le moment où cet arbitrage-là sera rendu. Oui, là peut-être que là je vais être d'accord parce qu'on ne s'interroge pas sur les vraies causes finalement de cette insécurité. On nous met toujours en avant les facteurs sociaux alors qu'il y a des facteurs culturels. Il suffit de prendre les chiffres du ministère de la Justice. Sur 100 détenus, il y en a 23,5 aujourd'hui qui sont étrangers alors que ces gens représentent 7% de la population française. Il y a un très bon sociologue qui s'appelle Hugues Lagrange qui a sorti un livre il y a maintenant quelques années qui s'appelle Le déni des cultures où il est étudié en effet des adolescents dans la région parisienne, dans des quartiers populaires de Paris et à la périphérie de Nantes. Et il s'est rendu compte qu'à statut social égal, finalement, quelqu'un qui a une culture subsaharienne a 3 à 4 fois plus de chances de commettre un délit et celui qui a une culture maghrébine a 2 fois plus de chances, en effet, de commettre un délit. Donc il faut s'interroger là-dessus. Dans ces quartiers, il faut réaffirmer les lois de la République. Il faut faire en sorte, en effet, d'être intransigeant parce qu'il y a des zones de non-droit. Et la vérité, c'est que dans nos banlieues, il y a des gens formidables qui ne demandent qu'une seule chose, être en sécurité, pouvoir trouver un travail et pouvoir vivre convenablement. Il est inadmissible en effet que ça soit une minorité à chaque fois qui mène la terreur dans ces quartiers. Les chiffres que vous donnez, normalement, on n'a pas le droit de les... Enfin, si, parce que là, c'est pas l'origine ethnique, c'est la nationalité. En tout cas, moi, c'est des chiffres que j'ai eus sur le ministère de la Justice, c'était 23,5%. Je les ai vérifiés avant de venir. Ouais, je sais pas quelqu'un... Pardon ?
Oui, je vais la retrouver, je cherche. Mais oui, Thomas Porte, je pense que... Je ne voudrais pas être accusé de complotisme à mon tour. Donc... Non, évidemment, moi je pense que je suis... C'est une très bonne étiquette pourtant. Hein, oui. Étiquette complotiste, non, moi, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne étiquette. Des gens honnêtes. Non, mais ce qui est frappant dans le sondage, c'est que les électeurs du Rassemblement national, effectivement, à 81%, estiment que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron, n'est pas bon, et 79% chez Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est quand même assez partagé comme opinion. Non, mais l'opinion que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas bon, il n'est pas simplement partagé sur la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, si vous interrogez sur son bilan en général, l'ensemble des électrices et des électeurs sympathisants dits des autres partis vous diront qu'ils ne partagent pas le bilan d'Emmanuel Macron. Maintenant, moi, je pense qu'on ne peut pas lier les questions d'insécurité à la question des origines, à la question de la nationalité. Il y a effectivement besoin de redonner des perspectives d'espoir dans ce pays, de redonner du vivre ensemble. Et c'est pas en faisant aujourd'hui des lois qui stigmatisent une partie de la population, en tenant des états généraux de la laïcité qui ressemblent plus à un meeting politique qu'à autre chose, qu'on va créer les mots de David Béliard, ouais. Qu'on va créer une condition d'apaisement. Je crois qu'on a besoin en quoi des états généraux, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de l'évoquer, mais en quoi des états généraux sur la laïcité s'apparentent forcément à un meeting du Rassemblement national? Est-ce que quand on parle de laïcité, on est forcément... C'est pas mes propos, j'ai pas dit ça. Mais moi, c'est pas la question des états généraux de la laïcité qui nous interroge et qui fait qu'on ait des positions opposées à ça. C'est la composition des gens qui viennent prendre la parole dans ces états généraux de la laïcité. C'est ça le fond du problème. Qu'on tienne des états généraux de la laïcité, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais quand on regarde celles et ceux qui y participent, on voit la tonalité qui va y donner. Caroline Fourest, c'est pas... Vous estimez qu'elle fait partie, elle est proche du Rassemblement national? Non, j'ai pas dit ça, mais elle est plutôt proche des courants qui sont du printemps républicain, qui influencent aujourd'hui une partie de la gauche. Mais qui sont pas Rassemblement national. Mais j'ai jamais dit que les états généraux de la laïcité étaient une officine de l'extrême droite. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit que c'était un meeting politique. C'est pas la même chose. Comme David Béliard qui lui-même dit Je n'ai pas tenu les mêmes propos que David Béliard. Ouais, chacun est. D'accord, mais vous dites que c'est, en tout cas, c'est pas ça qui va arranger les choses. Si on pense régler ces problèmes-là avec les états généraux de la laïcité, je pense qu'on se trompe. Oui, alors je viens de vérifier. En effet, c'est 23,5% la part d'étrangers en effet dans nos prisons, et c'est un chiffre du ministère de la Justice. Donc c'est une source. Statistiques, non, c'est pas des statistiques ethniques. Là, c'est étrangers. C'est ceux qui n'ont pas la nationalité. Donc ça, on peut mettre en avant ce genre de choses. Et puis concernant les états généraux de la laïcité, on est ici évidemment dans de la communication politique. Il y a la loi sur le séparatisme n'est même pas encore votée, que finalement on organise encore des états généraux sur la laïcité. Là, on est encore dans une stratégie politique. On veut nous faire croire qu'on occupe le terrain en s'occupant véritablement des problèmes d'islamisation de notre société, des problèmes d'islamisme, alors qu'on n'y est assurément pas. Ce n'est que de la communication. Alors de là à dire en effet que ce serait un meeting politique, non. Je pense que quelqu'un comme Caroline Fourest peut mettre en avant des choses qui sont intéressantes. Et en effet, il y a un vrai problème dans notre pays de communautarisme musulman, un vrai problème d'islamisation de notre société. Et il est important en effet de résoudre ce problème, parce que sinon ça va exploser. On est au bord d'une guerre civile. Donc voilà, à un moment, il faut en prendre conscience. Bon, ce sera le mot de la fin. Kevin Bossuet, une précision pour Christian de Villeneuve: il faut se méfier des Renault Mégane, des Peugeot 308 et autres Dacia Sandero. Voilà. Les Dacia surtout. Ouais, c'est les Dacia. Un auditeur me dit en plus il y a des voitures qui ne sont pas françaises. C'est un véritable scandale. Voilà. Donc vous nous ferez un petit point, comme je sais que vous circulez encore beaucoup, Christian de Villeneuve. Voilà. Merci à vous, merci à tous les quatre, et je vous embrasse, Éric Verhaeghe. Et moi aussi, je t'embrasse, Éric. Allez. C'est le baiser de Judas. Mais non. Allez, on se retrouve demain pour d'autres infos.